Le 6 du Bas-Saint-Laurent a reçu le prix décarbonation de l'Association pour la santé publique du Québec suite à des changements dans les gaz anesthésiants qu'ils utilisent. Donc, nous nous sommes entretenus avec la docteure Chloé Pelletier pour avoir plus de détails sur le sujet. Bonjour, docteur Pelletier. Merci vraiment beaucoup de nous accorder un petit moment pour nous parler. J'aimerais ça d'abord savoir qu'est-ce que ça représente pour vous et votre équipe là, de recevoir le prix de décarbonation de l'Association pour la santé publique du Québec. Mais c'est évidemment un grand honneur. Là. On a travaillé vraiment très, très fort sur le projet dont on va parler là, dans les prochaines minutes. Là. Oui. Fait qu'on est vraiment très fiers. Puis je pense que ça amène beaucoup de motivation aussi aux équipes là, pour continuer dans ce genre de projet-là en développement durable. Oui. Puis là, vous, ça affectait les gaz anesthésiques. Donc, quand on parle de décarbonation des pratiques anesthésiques, là, ça veut dire quoi exactement? Oui, fait que donc le prix de carbonation qu'on a reçu, c'est pour les projets là, qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Fait que nous, de notre côté, ce qu'on a fait là depuis le début de l'hiver 2024, là, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour avoir des pratiques là au bloc opératoire qui étaient plus durables, parce que on sait que les gaz anesthésiants sont vraiment très, très polluants. Là. À l'échelle mondiale, là, on parle de 3 millions de tonnes de dioxyde de carbone par année, okay. qui vont être émis par les gaz anesthésiants, puis 80% de ces gaz, de ces de ces émissions-là sont par le desflurane en tant que tel, donc un gaz en particulier qui est utilisé là dans nos salles opératoires un peu partout. Puis c'est un gaz qui est beaucoup incriminé par différents endroits, là, dont en Écosse, en Europe et tout ça, ils veulent vraiment comme le retirer parce que justement il est très polluant là en tant que tel. Fait que nous notre objectif c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour amener la même qualité de pratique, la même facilité aussi d'utilisation pour nos anestésiologistes, mais tout en respectant un peu plus l'environnement puis tout ça. Fait qu'en tant que tel, si on peut faire un comparatif, c'est qu'il y a deux grands gaz qui sont principalement qui sont utilisés en anesthésie. Donc, il y a le desflurane, comme je disais, qui est très polluant. Donc, lui, dans le fond, pour 1 heure d'utilisation, c'est comme l'équivalent de faire, je vais faire des références locales, là, donc c'est comme se déplacer entre Rimouski et Québec en auto, puis ça reste dans l'atmosphère plus de 10 ans. Okay. Versus son équivalent, qui est le sévoflurane, c'est comme faire Rimouski-Saint-Fabien, pour ceux qui connaissent le coin, mais ça reste à peu près 1 an, là, dans le fond, là, dans l'atmosphère. Fait que c'est évidemment beaucoup moins polluant, puis ça reste moins longtemps là, dans l'atmosphère aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont la même utilité clinique. Il n'y a pas de désavantage à passer du desflurane au sévoflurane. C'est vraiment le même usage. Pour l'usager, ça va pas faire rien de dommage. Il n'y a pas d'effet secondaire ou quoi que ce soit là, qui serait différent. Fait qu'au niveau clinique, là, c'était des équivalents. Puis en plus, le sévoflurane, on permet de réduire les coûts. Fait qu'on permettait de réduire là, les émissions de gaz à effet de serre quand même de beaucoup, puis en même temps de coûter moins cher finalement là, au système de santé. Okay, donc c'était ça principalement notre approche. Okay, donc le gaz qui est moins polluant est aussi moins dispendieux, si je peux comprendre? Exactement, oui. Fait qu'il est moins dispendieux. Fait que ça, c'est quand même très avantageux. Puis on a été aussi sur un troisième volet qui est le protoxyde d'azote, qui est un autre gaz en tant que tel, comme un porteur, si on peut dire, qui est utilisé. Puis lui, il est beaucoup gaspillé dans le fond dans les canalisations. Fait que ça, c'était beaucoup de sensibiliser là, les équipes plus au niveau des infrastructures pour que le gaz là, soit mis avec une bonbonne là, directement à la table d'anesthésie pour pas que ça soit gaspillé dans les canalisations dans les hôpitaux en tant que tel. OK, fait que c'est plus comme plugué dans le mur, là, comme on voyait. Oui, c'est ça. Là. OK, fait que vous avez la bonbonne directement. Parce que le problème de pluguer dans le mur, c'est qu'il y a à peu près 80% du gaz qui est perdu dans le mur. Okay. Alors que si on le plug directement en bon français, à la table d'anesthésie, on n'a pas ces pertes-là, fait qu'on économise énormément d'argent, puis on gaspille évidemment beaucoup moins là, parce que ce gaz-là, le protoxyde d'azote, là, l'autre gaz, on parle d'1 heure d'utilisation, c'est comme l'équivalent là, Rimouski-Rivière-du-Loup en auto, mais c'est 150 ans dans l'atmosphère, fait que c'est vraiment très très long avant que l'environnement puisse l'éliminer. Ouais. OK. Donc, pour la sécurité des soins, l'impact sur le patient, il n'y a vraiment rien qui change. Là.
Non, exactement. Mais c'est sûr que tout ça a été discuté avec les anesthésiologistes. C'est des recommandations qui viennent, entre autres, de l'INES, là, donc, et aussi de la Société canadienne des anesthésiologistes là, qui était d'accord avec ce changement de pratique-là. C'est sûr que c'est des choses qui n'étaient pas nécessairement connues si on remonte il y a quelques années, mais maintenant qu'on est au courant, ben, c'est un peu gênant de continuer d'avoir ces pratiques-là. Là. Effectivement. Donc, comment les anesthésistes ils ont pris ça, ce changement-là? Est-ce que dans le fond, ça n'a pas modifié leur méthode de travail du tout, là? Ben au début pour certains oui, tu sais, il reste qu'il faut tout changement de pratique, il faut essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire, ce serait quoi les alternatives, être sûr que tout le monde soit d'accord sur le même chapitre là, si on peut dire. Fait qu'au début on avait plus été vers une approche de règles, de restrictions là qu'on appelle là dans le jargon là pour essayer de vraiment cibler des patients en particulier qui, eux, auraient besoin du fameux gaz, là, admettons le desflurane. Okay. Mais finalement, au fil des mois, se sont rendus compte que finalement, le changement de pratique était déjà enclenché par toute la sensibilisation qui avait été faite, là, pas juste par nous, là, mais tu sais, tout ça pour dire qu'il l'utilisait déjà presque plus, fait qu'on a pu continuer là, dans les démarches et carrément le retirer de l'ensemble du CIS. Fait que c'est surtout ça qui est intéressant par rapport aux autres CIS là, ailleurs au Québec, là, c'est que nous, vraiment, dans nos 6 blocs opératoires au Bas-Saint-Laurent, il n'y en a plus de ce gaz-là, là, le desflurane. OK. Donc là, on parle aussi d'une économie d'environ 106 800 $. Est-ce que c'est depuis 2020 ou c'est une économie qui est annuelle? Oui, c'est ça. C'est depuis 2020. Puis ça correspond à une réduction là, de 38 là, dans le fond de la consommation de gaz anesthésiant. Puis ça, c'est selon les chiffres là, surtout de l'année dernière. Puis comme je disais, on a commencé les travaux en 2024, là, mais c'est surtout dans la dernière année que ça a vraiment beaucoup progressé là, comme projet. Fait que je m'attends que le prochain bilan soit encore plus encourageant, en fait, là, puis que ça continue, évidemment. Là. Est-ce que c'était vous, à Rimouski, qui étaient comme les pionniers un peu de ce projet-là? Puis ça a-tu été... C'est une pratique qui a été aussi adoptée plus par d'autres CIS au Québec? Ben c'est sûr que le pionnier, je dirais que c'est le CHUM là, fait que c'est vraiment un centre qui est très inspirant. On a aussi ben nous on fait partie d'une communauté de pratique là en soins durables là qui s'appelle Propulsion Éco-soins. Fait que évidemment ils nous ont beaucoup aidé les anesthésiologistes ou les autres spécialistes dans ce domaine-là de la communauté de pratique. Fait que ça se fait dans d'autres centres, mais c'est sûr que là que tout un CIS au complet ait fait une transition, c'est ça qui est un petit peu nouveauté, si on peut dire. Puis l'autre élément que j'ai pas mentionné, c'est que pour ce qui est du sévoflurane, ce qui fait, il est moins cher que le desflurane, mais il y a aussi qu'on a paramétré dans les tables d'anesthésie d'emblée que le débit soit moindre là. Fait que normalement, il était plus utilisé, je vais vous donner des chiffres, là, mais à 2 litres par minute de débit. Puis là, on l'a réduit à 0,5 litres par minute de débit, tu sais, comme d'emblée. L'anesthésiologiste peut toujours décider de changer ça, mais on sait que c'est suffisant finalement pour le patient, ce débit-là, pour une grande majorité. Fait que vous comprenez que on utilise beaucoup moins de gaz aussi, tu sais. Puis ça aussi, on l'a comme paramétré partout. Fait que tu sais, c'est ce genre de petites choses-là qui font que notre projet est quand même novateur, là. Okay. Donc, j'imagine que la quantité dépend de le type d'opération, la taille, le poids de la personne et tout. Là. Donc, j'imagine oui, c'est sûr. Moi, je suis pas anestésiologiste, mais il y a plein de paramètres. Puis, tu sais, on s'assure toujours que le clinicien, l'anesthésiologiste dans la salle d'opération donne des soins d'excellente qualité. Là. Fait que c'est sûr que toutes ces étapes-là ont été vérifiées avec la chef de département d'anesthésie et tout ça. Là. Fait que, mais oui, c'est ça. Il y a toujours cette liberté-là. Super. Y a-t-il aussi, si on parle de développement durable comme ça, y a-t-il d'autres pratiques que vous souhaitez rendre durables aussi dans les prochaines années? Bien, on a déjà mis en place certains projets là, qui sont quand même assez intéressants, je trouve. Là. Donc, on a partagé des campagnes comme du papier de table d'examen, en as-tu vraiment besoin? Fait que les gens sont peut-être pas au courant, là, mais le papier de table d'examen, par exemple, quand ils vont dans un bureau de clinique externe, bien, il sert pas à grand-chose là en tant que tel. Tu sais, si on est dénudé, ça pourrait être intéressant d'avoir un piquet ou quelque chose qui serait lavable, mais quand on est habillé, c'est comme s'asseoir dans une chaise de salle d'attente. Fait que tout ça pour dire que c'est faire une campagne pour sensibiliser autant les patients que les cliniciens à pas gaspiller ce papier-là là, de table d'examen qui finalement sert pas grand-chose, puis qui remplace pas la désinfection, bien évidemment. Là. Fait que ça, on a fait des campagnes de sensibilisation à ce propos-là. On a déjà fait aussi des campagnes
consignes pour les gants là, chirurgicaux pour évidemment que ça soit utilisé au bon moment quand c'est recommandé par la prévention et contrôle des infections, mais que ça soit pas non plus utilisé à outrance. Fait que il y a ce genre de projet-là qu'on a déjà mis en place. On a sensibilisé aussi les cliniciens à utiliser plus la télécopie infonuagique, par exemple, au lieu de faire du papier, là, tu sais, ou d'envoyer les bons vieux fax, là, mais ça se fait par comme courriel, si on peut dire. Fait que ça réduit le papier. Puis on a des projets qui sont en cours pour la pharmacie, dans le fond, là, pour que ça soit plus vert. Puis ben là, je peux continuer, là, mais dans le fond, on en a énormément d'autres projets c'est pas ça qui manque, là, dans le fond. Donc, là, pour terminer, personnellement, vous, qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer dans ce genre d'initiative-là? Bien, c'est sûr que c'est mes enfants. C'est dans le fond l'avenir, là, s'assurer qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut pour avoir une pratique qui est exemplaire, tu sais, qui est à la fine pointe de la technologie, qui est conforme aux normes et tout ça, mais tout en protégeant l'environnement parce que l'un va pas sans l'autre. C'est sûr que si on n'a pas une pratique durable, ben c'est difficile. En tout cas, je trouve que c'est difficile à justifier. Fait que quand on voit un projet comme celui-là, mais c'est sûr que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire là pour améliorer nos pratiques là, pour le bien des patients et évidemment des futurs patients. Parfait. Bien, merci beaucoup, Dr Pelletier. J'allais vous appeler Madame Pelletier, Dr Pelletier, de nous avoir accordé cette entrevue-là. Puis, y a-t-il une manière de suivre ces développements-là, ces développements durables-là, de savoir qu'est-ce qui se passe, quels gestes ont été apportés? Il y a, dans le fond, il y a les communications là par le comité de pilotage du développement durable du CIS. Fait que ils vont partager justement certains bons coups, certaines choses qui concernent plus le public là. Mais c'est sûr que les patients qui ont un intérêt en développement durable peuvent en parler avec leurs cliniciens. Puis à ce moment-là, ça va peut-être allumer quelques petites étincelles, puis de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour soi-même aussi là, avoir des soins plus durables là. Ça peut être intéressant. Puis moi, j'en discute évidemment là avec les professionnels de la santé là dans notre CIS. Là. Ouais. OK, super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.